Ouais, deuxième heure de l'émission écourtée de ce soir et qui va nous accompagner. On va vous accompagner jusqu'à 22h et l'entrée en scène de Martin et Danny pour l'avant-match de la rencontre qu'on vous présente ce soir, c'est-à-dire le Kraken de Seattle qui reçoit le Canadien de Montréal. Et moi, je reçois en studio pour une belle table ronde au cours des prochaines minutes mon collègue et ami Jérémy Rainville. Bonsoir, Jérémy. Salut, Mario. T'es pas trop dépaysé parce que dans le studio, tu connais bien, mais en plus avec des camarades que tu connais bien dans le cadre de Sortie de zone qui est disponible sur les plateformes de la presse, c'est 23 Cogeco 98.5. Guillaume Lefrançois. Bonsoir, Guillaume. Salut, Mario. Et on se sépare, Stéphane White. Salut, Stéphane. Salut, les boys. T'es en garde partagée, Jérémy et moi. Prends bien soin de toi, Stéphane. On fait attention à toi. C'est des bons parents. Ah, c'est bon, ça. Des bons parents. Les gars, est-ce que ça sent 4 points en 2 soirs pour le Canadien de Montréal ou le 2-2 va avoir son effet? On n'a pas encore l'info si Laine ou Armia, un des deux, sera en uniforme ou pas. Comment vous anticipez le match de ce soir et les chances de Canadiens de ressortir de là avec une autre victoire? Qui a envie de se prononcer? Moi, j'ai un doute. Honnêtement, j'ai un doute et j'explique pourquoi. C'est que dans le dernier match, on a vraiment senti, puis je sais que tout le monde a dit que le Canadien est en contrôle. On avait les devants 3-0, on était en contrôle, s'est fait marquer le premier but. Mais lorsqu'on est allé, puis j'en parlais avec Stéphane avant qu'on rentre en onde, quand on est allé à la reprise vidéo, on sentait Martin Saint-Louis insécure. Il a demandé un temps d'arrêt. J'ai l'impression que ça a mis tout le monde un petit peu sur les talons. Ça, c'est d'un point de vue complètement extérieur. Là. Ah, okay. J'ai senti les gars sur les talons. Là, on a un 2-2. On a Dobèche devant le filet. Si on se met à être craintif défensivement, je ne suis pas convaincu que ça va favoriser Dobèche. Donc, c'est pour ça que je dis je suis craintif. Est-ce qu'ils vont gagner? J'en ai aucune idée. Mais j'ai l'impression qu'on part avec une prise. Selon moi, j'ai l'impression qu'on part avec une prise. OK. Mais c'est vrai qu'on a eu peur qu'il recule trop hier en troisième, Guillaume. Oui, puis tu parles de Dobèche, mais le match de samedi, c'était pas le meilleur match de un but que j'ai vu de la part d'un gardien, disons. Là. Il était très généreux sur les retours, tout ça. Je le trouvais pas... je le trouvais des fois un petit peu croche, tout ça. Donc, moi, j'ai pas raffolé de Dobèche au dernier match. Il m'a pas nécessairement rassuré. Et puis, l'autre chose, c'est que le Canadien commence à vraiment exploiter beaucoup ses meilleurs éléments. T'sais, Matheson qui a joué 27 minutes hier. Là, Suzuki a joué un petit peu moins hier parce que le Canadien avait pris une avance, mais avant ça, c'était des matchs de 24 minutes. Il s'en est gardé. Je pense que le coach a géré pour qu'il en reste dans le réservoir. C'est ça, exact. Pas le choix. Mais pas le choix, il ne faut pas faire jouer 24 minutes comme qu'il avait joué à Calgary parce qu'écoute, un back-to-back, ça n'aurait pas eu de bon sens. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Dobèche, le dernier match, oui, il a donné seulement un but. Mais il est un gardien de but qu'on appelle en termes de hockey busy. Il est busy dans le filet. Il fait beaucoup d'extra mouvements. Il n'y a pas d'économie de mouvement. Il est un petit peu partout, des fois un petit peu, on appelle ça over-agressif des fois. Ça traduit une nervosité, ça, Stéphane? Non. Des fois, c'est trop agressif. OK. Et puis, on dit, pour traduire le mot, on dit il court après le match. Au lieu de laisser venir la rondelle à lui, il court après la rondelle. Et puis, ce qui n'était pas le cas à son arrivée. Non, souviens-toi, au mois de décembre, il était carré. Oui, exactement. Mais c'est un gars qui est arrivé en confiance quand il est arrivé, qui gardait le filet souvent. Exact. Là, je ne sais pas si le fait d'avoir été dans le net samedi va aider son match de ce soir. Regarde sa carrière universitaire puis sa carrière même dans la USHL avant ça. C'est incroyable le nombre de matchs qu'il jouait. Là. À l'université, le gars avec lui, il gaulait presque pas. Et puis, à Laval, l'année passée, a joué dans 50 quelques matchs. Fait qu'il était habitué de jouer, puis jouer. C'est un autre animal, ça, quand tu joues une fois par semaine ou des fois même pas. C'est une autre affaire. Puis c'est là que tu vois que des fois, il n'est pas le même gardien de but, mais il y a une affaire, par exemple, que tu peux pas y enlever. Puis c'était la même chose à son dernier match. Il compete, puis il bataille. Et des fois, c'est dur, son affaire, c'est pas facile, mais il bataille. Puis ça, c'est une de ses grosses qualités. Tout ça pour dire, je m'attends à une bonne performance de lui à soir. Oui, en tout cas, au moins, là, son dernier départ remonte à moins loin que quand il est revenu dans le filet contre Calgary, espérant que ça va être positif pour lui. Il avait joué contre Buffalo également le premier match. Mais juste sur le time-out, c'est drôle parce que hier, quand... c'était clair qu'il n'y avait pas de code de signaler ou de demander une révision de l'obstruction. Je veux dire, je sais pas c'était quoi son intention, Martin, en appelant le temps d'arrêt. J'ose croire qu'il savait déjà qu'il n'allait pas le caler le challenge. Je sais pas. Je me suis dit... je pense qu'il a voulu consulter Montembeault. Si on l'a vu, là, Montembeault est allé vers le bain, ils se sont parlé un petit peu. Puis, clairement... moi, je pense qu'il voulait passer un message aux arbitres qu'il y a du trafic dans le territoire du gardien. Puis, il voulait aussi profiter du but qui peut donner du momentum pour ralentir avant que la mise en jeu reparte. Moi, je pense que c'est ça. Autrement dit, on va calmer ça. Je vais faire un semblant de réfléchir.
Puis ça va être une façon de coller un time-out sans avoir l'air inquiet de mon club. Ouais, mais, excuse Stéphane, je vais juste y aller avant. Vas-y. Mais ce que je veux dire, c'est j'ai l'impression qu'il y a eu hésitation, il n'y a pas eu le hockey officiel du gars de vidéo pour dire vas-y. Mais surtout, c'est qu'il voulait briser le momentum. Ça, quand tu as parlé de ça, je pense qu'il voulait briser le momentum parce qu'on a vu le premier but, là, le deuxième arrivait. Là, il y avait quelque chose qui était en train de se bâtir. C'est pour ça que je dis, de mon point de vue extérieur, assurément, sur le banc, tout le monde va vous dire qu'on était en pleine confiance, mais d'un point de vue extérieur, j'ai senti qu'on est tombé sur les talons un peu. Puis, écoute, c'est ce qui arrive avec le Canadien par moment. On l'a vu à plusieurs reprises. Tu peux contrôler un match, puis à un moment donné, en dedans de 20 secondes, la chaîne débarque. Là. Et on n'a plus le même contrôle sur le match. On se débarrasse de la rondelle. C'est ce qu'on voyait un peu dans ce match-là. Puis je pense que quand on a voulu aller à la reprise, c'était pour éviter ça, qu'on perde le momentum comme ça. Les gars, quelque chose à ajouter là-dessus? Et clairement que, tu sais, souvent, là, ton coach vidéo, il va dire oui ou non. C'est pas compliqué. Tu n'as pas d'analyse à faire. C'est t'y vas ou t'y vas pas. Et là, souvent, le coach il va truster ces gars-là, parce que ces gars-là, leur job, c'est d'en voir, puis d'en voir. Même les autres matchs, ils regardent tout ce qui est. Fait qu'ils ont une bonne image de. Et souvent, ils vont dire that's your call, coach. On va dire que c'est 50-50, je peux pas te dire d'y aller ou pas d'y aller. Ouais, donc, je c'est pense peut-être là que Martin a dit c'est sûr que le coach vidéo n'a pas mis sa tête sur la bûche là-dessus hier. De toute façon, sinon, il ne tient pas à sa job. L'obstruction sur le gardien, de toute façon, je pense que c'est dur pour n'importe quel entraîneur vidéo de mettre sa tête sur le bio parce que les entraîneurs n'arrêtent pas de le dire. Là, je veux dire, le standard est quand même difficile. On ne sait même pas quoi s'en tenir. Exact. Le standard est difficile à établir. Donc là, tu sais, une journée avec telle équipe d'arbitre, tu penses que tu peux l'avoir, puis avec un autre, tu ne l'auras pas. Puis mais hier, j'aurais gagé ma chemise qu'il n'y avait pas de renversement de décision. Non, c'est ça. C'était très léger, là, quand même. Le Canadien est-il... je ne sais pas si Patrick Laine revient dans l'alignement ce soir. C'est une question comme ça. Je l'ai lancée, puis je ne sais pas pourquoi les gens doutent de la bonne foi de la question. Ça me semble que c'est une question qui se pose. Le Canadien est-il le meilleur club avec ou sans Patrick Laine en uniforme? Clairement, il a allumé une flamèche, lui, quand il est arrivé dans l'alignement. Il est parti sur une séquence de production de buts qui a permis, ça a mis la table pour ensuite une séquence qui est venue par la suite. Il y a eu 2 absences, mais c'est quand même beaucoup de buts, 2 grippes, quelques passes et une fiche de moins 11. Ça rentre-tu dans HockeyDB, ça? Beaucoup de buts, 2 grippes. Ça, j'avoue que c'est mon petit ajout. Son grippe par 60 minutes. Le Canadien est le élevé. meilleur club avec Laine en uniforme ou sans? C'est pas compliqué à répondre. C'est une meilleure équipe avec Laine en avantage numérique, puis c'est une moins bonne équipe avec Laine à 5 contre 5. Ça s'arrête là pour moi. Mais c'est à trancher, là, ultimement, parce que là, c'est de danser ces deux tableaux. Oui, écoute, c'est certain que j'aime mieux avoir un Laine qu'avoir un Pezzetta dans le line-up. J'aime mieux avoir un Laine qu'avoir peut-être un Barré-Boulet ou un Laurent Dauphin, parce qu'il y a quand même quelque chose de spécial, Laine. Il y a quand même, c'est un gars qui peut scorer un gros goal en fin de match quand ça compte. Donc, c'est certain que, oui, j'aime mieux l'avoir en uniforme que pas l'avoir en uniforme. OK. Tu sais, les 2 derniers matchs, le Canadien a seulement eu 3 avantages numériques. Là. Il y en a eu 1 hier, il y en a eu 2 à Calgary. Donc, c'est sûr que dans ces circonstances-là, justement, on voit moins la différence. Mais moi, même juste dans ces avantages numériques-là, c'est sûr que tu vois tout de suite la différence. C'est vraiment drôle. Je pense que ça a pris... Pas juste sur le premier avantage numérique, sur le deuxième. Oui, parce que exact. Ça te donne l'effet plus de domino, profondeur. c'est ça, l'effet domino. Puis, tu sais, Cole Caulfield est vraiment un très, très bon tireur. Mais c'est là que tu vois à quel point Laine est dans une classe à part en termes de qualité de tireur. Parce que Caulfield va réussir à marquer d'angles difficiles, tout ça, mais pas de la même façon que Laine. Pas le tir sur le tir sur réception que tout le monde voit venir, Caulfield, c'est pas nécessairement là-dessus qu'il va marquer, c'est pas là-dessus qu'il fait son pain et son beurre. Et de moins en moins, hein? Oui, il varie beaucoup, c'est ça, beaucoup. C'est ça, exactement. Puis c'est bravo à Caulfield, justement, il a dû se réinventer. Mais c'est ça, c'est en voyant l'effet que ça a eu d'ajouter Laine là-dessus que oui, tu vois la différence, mais du reste, en fait, tu sais, dans une situation où tu peux rouler plus ou moins à 3 trios, à ce moment-là, oui, tu peux peut-être te permettre d'avoir Laine en formation puis dire, OK, on va assumer qu'il va moins jouer en deuxième moitié de match, mais au moins
moins, si on a un avantage numérique, on va l'avoir. Mais après ça, dans une situation on le sait, le Canadien a été bon quand tu as pu rouler ses 4 trios. Et puis, en ce moment, ça arrive pas. Là. Moi, je pense que Laine est meilleur. Le Canadien est meilleur avec Laine dans l'alignement. Puis, je suis assez d'accord avec vous autres, les gars, pour l'avantage numérique, mais aussi pour dégager un peu plus Caulfield. Ce que ça veut dire, c'est quand Laine est là, veut pas, on le sait que c'est le même bureau qu'Ovechkin. On le sait que son nom est sur le tableau avant en disant, les gars, qu'on se rend des avantages numériques. Faites attention, Laine est là, vous le connaissez, il va y aller avec un fameux one-timer. Ouais. Ça se peut qu'il marque. Fait que donc, à partir de là, le désavantage numérique de l'équipe adverse va tricher un petit peu. On va faire attention. Un 4 contre 3, c'est ça, on va faire attention, on va vouloir couper à la passe. Et ça dégage Caulfield qui peut être soit, on l'a vu, sur le côté du filet, il a marqué récemment là-dessus, ou soit en plein milieu, le bumper, où il est capable de prendre un bon lancer. Fait que veut pas, juste d'être là, ça l'aide le Canadien en avantage. Là, il n'y en a pas beaucoup au cours des dernières. J'aime ce que tu dis sur Caulfield et l'angle duquel tu l'abordes parce que, écoute, j'ai lancé ça, bêtement, une petite question de même sur ma page Facebook. Il y a plus que 300 personnes qui ont commenté et c'est très varié comme opinion. Tu sais, c'est pas tout noir, tout blanc. Et il y a quelqu'un il y en a beaucoup qui disent qu'ils ont l'impression que Caulfield est meilleur sans Laine en uniforme. Comme s'il volait la place à Caulfield. À 5 contre 5 ou un avantage numérique? Il y a une différence entre les deux. Je pense qu'il pense à son position. Je suis plus ou moins d'accord avec ça. Je pense pas que ça enlève rien à Caulfield. Moi non plus. Au contraire. Mais les gens le perçoivent comme ça. Et puis j'aime que ce Jérémy vient de dire. C'est vrai que ça peut l'ouvrir, ça lui donne de l'espace parce que si on triche sur l'aîné, mais l'autre, il se libère dans l'enclave. L'autre se libère dans ce qu'on appelle le bumper souvent. Puis écoute, oui, c'est un bon point. OK. Puis une sous-question également sur parce que ça, je l'ai trouvé bonne. Je salue Richard Denis qui me l'a écrite. Il dit, je répondrai à ta question par une autre parce que je posais la même question aux gens. Si Patrick Laine n'avait pas subi cette blessure et avait commencé la saison dès le match numéro 1, le Canadien serait-il en meilleure position de classement? Moi, je pense que oui. Puis je vais vous dire pourquoi. J'ai l'impression que ce club-là a été déstabilisé. Puis on l'a vu pendant toute la saison. Aussitôt qu'il y a une blessure, aussitôt qu'il manque quelqu'un dans les 4 trios, c'est une stabilité qui est fragile. Ouais. Tu sais, là, on a comme tout déstabilisé en début de saison, mais est-ce que Laine aurait connu ce début de carrière-là avec les Canadiens? C'est quoi, 8 buts en 8 matchs en avantage numérique à ses 8 premiers matchs? Je suis pas convaincu. Sauf que je pense qu'on a besoin de toutes les pièces du casse-tête ensemble, tout le puzzle bien réuni pour que le Canadien fonctionne. C'est là qu'on parle d'un manque de profondeur, là. Mais clairement, ça aurait peut-être donner un peu plus de confiance à l'équipe. Les stats avancées disent que Patrick Laine serait l'un des pires attaquants, sinon le deuxième pire attaquant de la Ligue nationale à 5 contre 5. Et il ajoute à sa fiche quand même déjà impressionnante dans les moins. Et il en a ajouté moins 11 cette année. Pour un total de moins 69, mais je le dis juste pour s'amuser avec ça, parce que veut pas, il est sous les projecteurs. C'est une vedette. Regarde, il y a eu des ovations monstres avant même d'avoir mis un patin sur la glace. Alors, tout ce qu'il fait était je te dis, moi, Laine, c'est 3 sudafais d'un café, va jouer. Même si t'es pas capable, va jouer, va essayer de prendre un lancer, fait quelque chose, mais c'est sûr, certain. Là. Alors, la conclusion, le Canadien est meilleur avec Patrick Laine en uniforme. À l'unanimité. En fait, c'est une question de profondeur aussi. N'oubliez pas que quand Laine a dû s'absenter, des joueurs qu'on a vus, c'est Mike Pezzetta que l'organisation a plus confiance en lui. Luca Condotta a eu des matchs aussi. Ils ont essayé Oliver Kapanen, qui a un super beau potentiel, mais bon, clairement, qui n'était pas prêt pour être là. Si le Canadien avait un vrai 13e attaquant capable de jouer, la question se poserait peut-être différemment, mais là, en ce moment, c'est ça le problème. Ton 13e attaquant, c'est un joueur que, c'est souvent Pezzetta, puis tu le caches dès que c'est le moindrement serré, tu le caches au banc, puis c'est fini. Donc, le Canadien n'est pas bien servi dans ce temps-là. Avec Guillaume Lefrançois, Jérémy Rainville, Stéphane White, vous êtes aux amateurs de sport. On va s'arrêter le temps de quelques messages. Je vous invite via la messagerie au 98985 à y aller de votre prédiction avec votre nom, comme Chantal vient de si bien le faire. D'ailleurs, avec une prédiction de victoire de 4-2 en faveur du Canadien. Elle adore le golf. Elle a pressenti les choses, d'ailleurs, parce que je vais faire la même chose qu'hier. Un forfait pour 2 personnes d'une valeur de 150 $ qui va vous permettre d'aller jouer une ronde de golf en compagnie de la personne de votre choix au club de golf du Lac Carling cet été. Donc, 98985, messagerie texte. Allez-y avec votre pointage, votre prédiction, votre pronostic pour ce soir et on revient dans un instant avec un paquet d'autres questions sur le match et sur la Ligue nationale dans l'ensemble. À tout de suite. Encore beaucoup d'optimisme, même s'il y avait des craintes chez nos amis Danny Dubé, surtout Danny.
qui anticipait peut-être des difficultés du 2-2. Il est allé avec un pointage de 2-1 en faveur du Canadien. Martin aussi, une prédiction favorable aux Canadiens. Jean-Philippe nous dit 4-2 Canadiens. David, 4-1 Montréal. Daniel Boivin, au féminin, nous dit 3-1 Canadiens. Aziz Beji nous dit 3-1. Bref, beaucoup. Chantal qui nous dit 4-2. Simon à Sherbrooke qui va 3-2 Kraken. Je veux vraiment que le CH gagne, mais je pense qu'on va subir une défaite crève-cœur ce soir. Alain Diane, salutations, chers amis. 4-2, une victoire du Canadien. Donc, vous allez me dire, des partisans, on veut. C'est peut-être plus un souhait qu'une prédiction très souvent. Sylvain à Trois-Rivières, qui nous rapporte toujours les faits et gestes des Lions de Trois-Rivières. Une défaite en prolongation ce soir, 3-2. J'en profite pour mentionner au passage que Bridgeport mène 3-1 sur le Rocket de Laval. Un petit tour de table vite, les gars. Je vous ai demandé si c'était confiant, mais y allez-vous d'un score, Jérémy? Et mon Dieu, que c'est dur à dire. C'est dur à dire parce que, écoute, moi, je me fie sur Calgary. On termine la date limite des transactions. Tu penses que le club va sortir en Lyon. Ça a pris quoi? Une période et demie avant qu'on ait quoi? 3 lancés à peu près. Puis à un moment donné, hop, on a été capable de faire quelque chose. 2 bonnes périodes contre Vancouver. La 3e, point d'interrogation. Fait que c'est quoi le visage du Canadien aujourd'hui? T'sais, en fait, je ne le sais pas. Mais étant donné que je vais y aller avec la famille, disons une victoire, mettons. Une victoire de, mettons, 4-1 du Canadien. OK, Guillaume? Moi, je dis que ça va finir 3-2. Beau. Pour qui? C'est une autre question. C'est une ligue de 3-2. C'est bien plus facile quand on fait juste dire des points. Oh, oui. 3-2 Seattle en prolongation. OK, Steph? Ah, ben moi, 4-2 Canadiens, mais avec un filet désert, c'est certain. Mais il faut faire attention avec Daccord, Joey Daccord. Tout le temps du succès contre le Canadien, c'est un gardien de but que j'aime bien. C'est un gardien de but. En plus, je parlais avec son entraîneur des gardiens de but hier, justement. Et puis, qui est Steve Brière. Ah oui, l'ancien des Coyotes. Oui, mais c'est ça. Mais Non, des mêmes pas. Des Leafs, excuse-moi. Oui, l'ancien entraîneur des gardiens des Leafs, qui est un franco-ontarien. Et puis, je parlais de lui en passant à Joey Daccord. Il était déjà demandé pour l'équipe américaine, pour le championnat du monde. Il y a le choix. Les Américains ont fait très, très, très vite pour y parler avant que le Canada y parle pour le championnat à la fin de saison. Je pense qu'il aurait également pu jouer avec la Suisse, si je ne me trompe pas. Là, lui, il y avait toutes les possibilités, ou à peu près. En tout cas, il y avait Canada, États-Unis. Surtout que les États-Unis savent que Hellebuck ne sera pas là. Et Ottinger ne sera pas là, les deux au moins des playoffs. Fait qu'ils ont tout de suite appelé d'accord. Alors, victoire ou défaite? J'ai dit victoire. Ah, t'as dit victoire? 4-2. OK. 4-2, parfait. Le désert. Parce que je lis tellement de prédictions qui pleuvent sur le... Exact. OK, alors... Et puisque c'était à moi de trancher, pas qu'elle est plus importante, mais moi, j'ai vu... Pas sûr, hein? Mais tu sais quoi? Il faut juste... Pas le choix. 3-2. 3-2 Montréal. Mon même pointage qu'hier. J'avais dit café de but gagnant. Pas vrai? Oui, mais finalement, il n'a pas compté de but gagnant parce qu'il y a eu un 4e. Mais 3-2 ce soir, la même qu'hier, mais là, c'est vrai en prolongation. Puis un but de café en plus de ça, c'est réglé. Maintenant, tu as parlé des joueurs qu'on demande déjà pour qu'on sollicite le championnat du monde. Je l'avais pas prévu celle-là, mais Nick m'a encore impressionné pour les gens qui m'écoutent régulièrement. C'est mon joueur, c'est le meilleur joueur du Canadien, sans contredit. Ça fait longtemps que je pense que c'est un centre numéro 1, malgré le doute qui a envahi Montréal et le Québec. Et ma question ne concerne pas nécessairement, ben oui, vous pouvez me parler de sa saison, mais le Canada peut-il ignorer Nick Suzuki aux prochains Jeux olympiques comme ils l'ont fait au tournoi des 4 nations? Puis ils ont gagné, c'est bien beau de dire qu'ils ont gagné, là, mais ils n'ont pas survolé la compétition. Ils ont gagné le match qu'il fallait qu'ils gagnent. Moi, je trouve que Suzuki avait vraiment d'affaires là. Puis si le Canada avait perdu, il n'aurait entendu parler. Votre avis, messieurs? Bien, moi, je vais commencer. Je vais dire peut-être que c'est au tour à Nick Suzuki de donner un petit coup de main à Hockey Canada et d'embarquer dans les championnats du monde en fin de saison. Ouais. Parce que souvent, on l'a vu dire « Ah non, garde, malheureusement, je ne suis pas en mesure d'y aller. » Et on le sait comment ça fonctionne avec Hockey Canada. Il faut que tu en donnes, puis après, il t'en redonne. Tu sais, on l'a vu avec Samuel Montembeault. Il a été au championnat du monde, a été sélectionné avec... L'ascenseur est revenu. Exactement. Fait que donc, c'est au tour à Nick Suzuki de dire s'il veut être là, exemple, pour les Jeux olympiques qui s'en viennent. Et évidemment, là, il y a beaucoup à faire. Mais il faut que tu en donnes un petit peu à Hockey Canada pour qu'Hockey Canada puisse te retourner l'appareil au moment opportun. Fait que c'est autour peut-être à Nick en donner davantage. Parce qu'en fait, depuis le championnat du monde junior, lui, il n'a jamais joué pour Équipe Canada. Donc, puis on s'entend qu'il y en a eu des occasions. Ouais. En même temps, c'est un homme de fer, on le sait. Il joue tous les matchs dans la Ligue nationale. Donc, on peut le comprendre dans ce sens-là, mais c'est sûr qu'après ça, tu dois assumer tes décisions et voilà. Oui, écoute, c'est certain qu'il faut qu'il soit là. Écoute, il est dans il est des meilleurs. Mais sauf que pour Canada, il faut que tu sois meilleur que McKinnon, il faut que tu sois meilleur que McDavid. On parle des Jeux olympiques, là, on ne parle pas de championnat du monde. Il faut que tu sois meilleur que Braden Point.
Donc, après ça, il est là. Au niveau du Mais en Canada, même là, temps, c'est pas juste. C'est peut-être pas juste par position, dans le sens que Tu peux avoir j'ai l'impression 8 joueurs de centre c'est ça, avec j'ai le l'impression que le Canada. Canada, tout le Tu peux temps. avoir 7-8 centres, à la limite, des gars capables de jouer à l'aile. Un bon exemple, moi, quand j'étais avec l'équipe Canada en 2016, on avait Crosby puis Bergeron qui jouaient sur la même ligne. C'était 2 joueurs de centre. Bon. Ça t'as totalement Tu veux les raison. meilleurs joueurs, puis les meilleurs joueurs sont souvent des centres. Oui, mais pour parler de Nick, écoute, on se demande maintenant si c'est un vrai numéro 1, puis s'il fait partie de l'élite au centre dans la Ligue. Ben écoute, là, c'est oui. Ceux qui sont en avant de lui, pour moi, là, OK, il n'est pas dans la même classe que McKinnon, McDavid, Draisaitl, c'est les superstars. Crosby, Point, Barkov. Il devance Point au classement des marqueurs. Pas grave, ça, les points. Oui, puis en passant, Point a 6 games de moins de jouer cette année. Ouais, il faut que tu checkes ça aussi. Bon Point. Austin Matthews, écoute, il est en avant. Jack Hughes est en avant. Mais après ça, Nick Suzuki, pour moi, est aussi bon qu'Eichel, il est aussi bon que Scheifele, il est aussi bon que Stützle, il est aussi bon que Sébastien Aho, il est aussi bon que Nico Hischier. C'est tous des bons centres, ça, là. Puis il est dans cette catégorie-là. Je vais me faire plaisir. Tu me fais réagir, mais je souhaite qu'il soit, si le Canadien est éliminé, bien sûr, ce qui a des chances d'arriver, je souhaite qu'il participe au championnat du monde. C'est un bon point. Mais je pense qu'Hockey Canada n'ont vraiment pas de leçon donnant à personne sur c'est quoi les prérequis pour jouer pour Équipe Canada ou pas jouer. Choisissez les 20 meilleurs joueurs, là. Ouais. C'est pas un boys club où il faut que tu ailles cotiser puis payer ton membership parce que les 10 années d'avant, là, ça, je veux rien savoir de ça. On sait comment ça fonctionne. Oui, je le sais, mais il est temps qu'ils revisent par rapport. C'est la même direction du programme junior, là. C'est la même gang, là. Puis entre toi et moi, il n'y a pas grande étoile dans le cahier, là. Fait que moi, je dis, OK, Canada, prenez votre trou puis prenez les meilleurs joueurs. Mais... Ben, en passant, ils viennent de gagner les derniers gros championnats, les championnats du monde, les derniers Olympiques, les derniers 4 nations, la Coupe de World, ils ont gagné. C'est dur de les critiquer quand tu gagnes. Oui, puis en même temps, en même temps, je peux quand même comprendre, pareil, la mentalité de dire, tu sais, le championnat du monde il est également important pour Hockey Canada. On aimerait ça quand même que les joueurs veulent embarquer aussi, puis ne soient pas juste là quand tous les réflecteurs sont là. Il manque jamais une game pour son club en saison régulière. C'est ça qu'on devrait valoriser. Il joue probablement avec bien des bobos. Puis il me semble que quand tu sais que tu as un gars comme ça, là, il triche pas sa glace. Il triche pas. Ouais. Faut qu'il dans mon aller, club. par exemple. Oui, mais tu sais, le prix à payer, je ne sais pas, puis peut-être que je dis n'importe quoi, mais le prix à payer pour jouer 82 matchs à tous les ans, pas manquer de matchs, ben c'est peut-être qu'il y a besoin de leur poser pour employer une de tes expressions, son body pendant la saison morte. Puis il se mariait en plus cet été, alors... Bien ça, la question de la durabilité sur le statut de Nick Suzuki comme premier centre, je la trouve intéressante aussi parce que j'ai l'impression qu'on le tient quasiment pour acquis parce qu'il n'a jamais été blessé. En fait, il n'a jamais manqué de match avec le Canadien. Touche du bois. Mais ça fait partie des critères, je pense, qui font en sorte qu'il est dans cette conversation-là d'être un vrai premier centre de la Ligue nationale. Parce que, si tu regardes, justement, tu mentionnais Barkov tantôt. Oui, Barkov en santé est supérieur à Suzuki, il n'y a aucun doute. Mais Barkov, il est fait en papier mâché, puis il manque son 10-15 matchs par année tout le temps. Et ben c'est ça fait en sorte que 10-15 matchs où les Panthers n'ont pas leur centre numéro 1, ont un gros trou dans la formation. Même chose Austin Matthews, qui manque son 10-15 matchs chaque année. Suzuki, il est tout le temps là. Puis ça ajoute à sa valeur. Puis on dirait qu'on le tient un petit peu pour acquis, là, cet aspect-là. Mais c'est... Une chance qu'il est là. T'imagines-tu s'il n'était pas là? Bon, Seigneur. Mais le point que je voulais ajouter, ce qui est intéressant avec Nick Suzuki, c'est, bon, là, on le voit vraiment, le talent offensif est là. On voit le leadership qu'il amène. Moi, c'est l'aspect physique. Tu sais, cette année, on le voit un peu plus. Écoute, donne des mises en échec. Tu le sens impliqué. Je me souviens d'une mise en échec qu'il a donnée à Kucherov dans le temps des fêtes, le match contre le Lightning de Tampa Bay. Écoute, Kucherov, 4 fers en l'air, le cul par-dessus tête, là, tu fais, mon Dieu, ça, c'est le capitaine du Canadien, Nick Suzuki, qui décide d'utiliser, parce que c'est pas un petit bonhomme, Suzuki. Non, puis quand un de ses coéquipiers là, se fait visser borderline malhonnête, là, c'est lui le premier qui y va ensuite. Tu sais, l'aspect physique, c'est important pour un joueur de centre, parce que souvent, c'est lui qui va aller profondément. Regarde son premier but d'hier, c'est l'aspect physique, Jérémy. Exactement. Il trouve le moyen d'utiliser son corps, des jeux de gardien de but. Un méchant but hier, là, pour commencer le match. Clairement. Mais ça, tu vois, ça, pour moi, c'est quelque chose que je découvre avec Nick Suzuki. Et ce qui ajoute une carte à son jeu puis qui le rend de plus en plus indispensable. Fait qu'à un moment donné, Hockey Canada, tu as besoin d'avoir des joueurs qui sont dévoués,
Et Nick Suzuki en est un. Puis l'autre chose que j'ajouterais, c'est comment il a élevé son niveau de jeu depuis le retour de la pause, c'est-à-dire depuis là où ça s'est mis à chauffer pour vrai. Parce que c'est la première fois. Je ne compterai pas les séries de 2021, même s'il jouait un rôle important, ça reste que les séries de 2021, c'était un des jeunes de l'équipe. Il y avait des vétérans qui étaient là pour chauffer l'autobus, comme on dit. Mais là, c'est la première fois depuis qu'il est dans un rôle important dans l'équipe. C'est la première fois que le Canadien joue des matchs sous pression et il répond très bien. Puis ça, c'est une chose c'est ça. Il n'avait jamais vraiment eu la chance de jouer ce type de match-là avant cette année, puis il répond très bien. Tu sais qu'en 19-20, la première année avec le Canadien, je me souviens, j'étais là et puis on n'était même pas sûr qu'il faisait l'équipe. Oui, il avait commencé 4e trio à l'aile, il a commencé je me trompe 4e pas. trio, puis on n'était pas sûr et puis on disait qu'on ne savait pas. Je me souviens tellement des discussions. On disait qu'on n'était pas sûr s'il y avait le coup de patin pour jouer, la vitesse. Ah oui. Et puis, il a joué en début de saison. Il n'a plus jamais manqué un match depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui. Et sa vitesse est sous-estimée. Il n'a pas l'air d'aller vite, mais il est pas, c'est pas un gars lent. Ouais, c'est pas une gazelle, c'est pas New Hook. Mais il s'était amélioré aussi, ce côté-là. Oui, là. probablement. Alors, on va aller à la pause, messieurs. On va identifier notre gagnant. Tout à l'heure, on va faire un petit tirage pour la ronde de golf pour 2 personnes, une valeur de 150 $ au lac Carling. Beaucoup de commentaires, beaucoup de prédictions. Et Maxime d'Otterburn Park, au parc, me dit « Pointage plate, mon Mario, 3-2 avec des gros rires, sans rancune. » Vous savez que si tu faisais 82 prédictions de 3-2 pendant l'année, là, t'en aurais quand même une coupe de popée parce que c'est une ligne, malheureusement, de 3-2. Moi, je veux pas une prédiction cute, je veux une prédiction qui est juste. On s'en va à la pause et on revient avec Jérémy, Guillaume et Stéphane. Barré Boulet, qui a marqué le deuxième but du Rocket de Laval, il était notre invité hier. Il était plus d'un point par match en carrière, lui, de loin, en tout cas d'une dizaine de points au-dessus du point par match en carrière de Ligue américaine. Et pas pu s'établir dans la Ligue nationale, mais il reste que le calibre est vraiment bon là. OK. Les séries, la course aux séries, oui, Guillaume? J'allais ajouter, pour revenir sur ce qu'on disait avant la pause, Nick Suzuki en début de carrière. Alors, j'ai compté, il avait joué 11 matchs au sein du 4e trio à sa première année. Ça n'a pas été long, hein? Oui, exactement. Il n'était pas au centre, là? Non, c'est ça. Exact. Il a beaucoup joué à l'aile aussi. C'était qui le coach en chef à son année? Claude. OK. Claude. Puis les matchs. Et silence, c'était Claude. Non, mais Claude Julien. Claude Julien. Oui. OK, alors, les gars, tout le monde court après les 2 dernières places dans l'Est, 7 et 8. Quels seront les clubs qui occuperont ces places-là? Les Sénateurs d'Ottawa semblent prendre là, un certain ascendant depuis l'arrivée de Cousins un peu avant. Ils sont sur une séquence victorieuse. Mais qui voyez-vous là, 7 et 8? Le Canadien fait-il partie de ces équipes-là? Jérémy? OK, je commence. Les gars, je suis allé voir un peu qu'est-ce qui reste comme match. J'ai pris 4 clubs. Là, je me suis dit, on ne se mettra pas à 6. On va y aller avec 4. Donc, je suis allé avec Ottawa, Columbus, Montréal et les Rangers. Je regarde du côté d'Ottawa, 18 matchs à faire, 3 fois Columbus, affronte Toronto, Tampa Bay, Floride. J'ai pris qu'est-ce qui s'est passé l'an dernier pour arriver à avoir accès aux séries éliminatoires. C'était le moins pire qui gagne parce que tout le monde perdait des clubs, perdait des matchs importants et ça a fait en sorte que les Capitals de Washington se sont faufilés, les Red Wings de Détroit n'ont pas fait les séries, mais c'était le moins pire qui gagne. Fait que donc, j'ai pris le scénario de l'an passé puis je l'ai appliqué cette année. Et j'ai donné des victoires. Tu sais, quand tu dis un match, exemple, Ottawa contre, je sais pas moi, Colorado, logiquement, ça serait supposé être Colorado qui gagne. Fait que donc, je suis allé avec ça. Là-dessus, sur les 18 matchs, je regarde, là, les Sénateurs d'Ottawa sont capables d'aller chercher au moins 10 victoires sur les 18. Ça donne un 20 points, ce qui donnerait 93 points aux Sénateurs d'Ottawa. Ça, c'est mon pif. Je vous le dis, là, c'est très non scientifique. Pour Columbus, 18 matchs à faire, 2 fois Ottawa, 2 fois les Capitals, mais ils affrontent Vegas, Rangers, Floride, Toronto, Colorado. Et là, je donne des victoires quand tu dis le raisonnement, victoire facile selon ce que je pense. Eh bien, ça fait que Columbus va chercher 7 victoires sur les 18. Là, ça donne 14 points de plus. Ça donne 84 pour Columbus. Canadien de Montréal là-dedans. 18 matchs à faire. 3 fois Floride, 2 fois Ottawa, 2 fois Caroline. J'ai pas donné une victoire aux Canadiens là-dedans. 0, là. J'ai donné des victoires, entre autres, contre les Islanders, contre les Flyers. J'ai donné une... Deux fois les Flyers. Ouais, 2 fois les Flyers. Je m'en ai donné une contre Boston, juste parce que ça fait partie de la rivalité. J'ai donné une victoire. T'as transformé ton cerveau en simulateur, en quelque sorte, là, pour dire, OK, je vais anticiper les résultats de chacun de ces matchs-là. Très non scientifique. Ça donne 9 victoires sur 18 matchs, ce qui donne 18 points, ce qui donne 86. Et pour les Rangers, eux, c'est 2 fois le Wild, ils ont Edmonton, 2 fois Tampa Bay. Et les 3 derniers matchs, écoutez bien, Caroline, Floride, Tampa Bay.
eux, je leur donne 8 victoires sur les 17 derniers, ce qui donne 82 points. Fait que les deux clubs qui font les séries, selon mon calcul non scientifique, Ottawa à 93 et Montréal à 86. OK. Écoute, Ottawa, je les vois là. Ottawa, je les vois vraiment là. Guillaume et Stéphane. Ouais, moi, ma tête me dit Ottawa aussi. Justement, la question des adversaires. Il y a un site qui s'appelle Tankathon. C'est le site, en fait, qui est connu pour celui où tu vas faire les simulations de loterie. Mais ils suivent également la course aux séries avec un classement de la force du calendrier de chaque équipe, finalement. Et Ottawa a un des calendriers les plus faciles parmi les équipes qui sont dans la lutte. Là. En fait, celles qui sont réellement dans la course aux séries, c'est eux qui ont le calendrier justement le plus facile. Fait qu'il resterait une place, donc, si tu mets Ottawa là. Exactement. Il reste un club à placer. Je pense qu'Ottawa, c'est entendu, ce sera le retour. Et si j'ai dit que ma tête me dit Ottawa, c'est que l'autre choix, je le fais avec mon cœur. Et mon cœur me dit Columbus. C'est une belle histoire, Columbus. Monahan devrait revenir au jeu. J'ai parlé avec Mathieu Olivier vendredi. Il me disait qu'il pense que Sean va revenir. Il n'a pas joué de match encore. C'est ça, quelque part en mars. Mais que les Blue Jackets aient réussi à rester dans la course sans Monahan. Chapeau, c'est une épreuve de plus que cette équipe-là a subi. Alors, eux, c'est sûr qu'il y a un calendrier qui est assez difficile, par contre. Oui. Quand tu parlais des équipes tantôt, il y a également 2 fois les Capitals qui vont affronter. Ça ne sera pas facile, mais cette équipe-là a traversé tellement d'épreuves que... Tu sais, Floride, c'est embêtant. Tu ne donnes pas de match à Floride, mais Floride qui joue sans Ekblad, sans Brad Marchand qui n'était pas là de toute façon. Sans Ketchuk. Bon, je dis pas que le Canadien va gagner ces 3 matchs-là. Ils vont en gagner un, ces 3. Toi, Stéphane, moi, je mets Columbus puis Ottawa dans la série. Mais j'espère que le Canadien va se faufiler. Moi, je mets Ottawa et je mets Canadien. Ah oui? Canadien qui a quand même une belle cédule. 18 matchs à jouer, eux autres tout. 9 à maison, 9 sur la route. Columbus, par exemple, ils en ont 11 à maison sur les 18 dernières. Mais Columbus joue contre plus de bonnes équipes. Ils jouent seulement 4 matchs contre des opposants directs. Pour moi, les opposants directs, c'est Ottawa, Columbus, Montréal, Rangers, Boston, Détroit. Et ils jouent seulement 4 matchs contre ces opposants-là, tandis que Montréal en joue 5 et Ottawa en joue 8. Il y en a fait qui est sûr, c'est que ça va être entre Ottawa, Columbus, Montréal. New York Rangers, à cause de leur cédule, ne sont pas là. Déjà un match de plus de jouer. Ça sent pas bon, New York. Et ils ont aussi un gros voyage dans l'Ouest, à Los Angeles, San Jose. C'est un voyage qui va être difficile pour eux. Boston, il leur reste seulement 16 matchs. Je ne les vois pas là. Surtout qu'ils ont seulement 6 matchs à la maison d'ici la fin de l'année. 10 sur la route. Je ne les vois pas là. Et eux aussi, un long voyage sur la côte Est, la côte Ouest. Détroit, qui ont aussi une très mauvaise cédule. Seulement 7 matchs à la maison dans les 18 qui restent. Mais surtout, eux aussi, Vegas, Utah, Colorado dans l'Ouest. Et seulement 2 matchs contre des opposants directs. Ça va leur faire mal. Et tout ça pour dire qu'il n'y a aucun doute pour moi. Ça va être entre Montréal et Columbus. Ottawa, je les mets là. Là, je suis d'accord avec toi, Montréal et Columbus, parce qu'Ottawa, je pense que ça va se régler, à moins qu'ils s'essoufflent après un gros boost d'énergie. Eux aussi, 11 matchs à domicile, 7 à l'étranger, les Sénateurs. Ouais, exactement. Et 8 des 9 derniers matchs, les 8 matchs en avril, 8 sur 9 à la maison. Ça fait la différence. Moi, je veux juste ajouter un point. Les Rangers de New York, là, séquence de 4 défaites. Il y a eu une défaite en prolongation, on est allé chercher un point, mais on est dans une séquence de 4 défaites. Fait qu'à partir de là, ça devient très, très compliqué. Et autre information, je dis ça rapidement, j'écoutais NHL Network cet après-midi, puis on parlait du retour de Brady Tkachuk. On parle d'un retour potentiel dans le milieu de la première ronde. De Matthew, tu veux dire? Oui, de Matthew Tkachuk, excuse-moi. Et on parle dans le milieu de la première ronde, après le match 2 de la première ronde. Ekblad, je vais le dire comme il faut, avec sa suspension, lui-ci, il va revenir quand la première ronde va débuter. Et Marchand devrait revenir mi-avril. Fait que donc, ils vont être hypothéqués. Oui, ils ont de la profondeur, mais c'est pas la force, la puissance qu'on connaît des Panthers, qu'on imagine des Panthers de la Floride. Détroit est en train de gagner contre Buffalo. C'est pas une grosse surprise. Ils vont tomber à 68 points avant que le match du Canadien. Écoute, tu as déjà 3 clubs à 68 points. Donc, 2 de nos panélistes prédisent, pour le plaisir du jeu, d'y aller de pronostic, une victoire du Canadien. Ben, pas une victoire, mais une participation du Canadien en série. Ça serait vraiment génial. On va aller à la pause. J'ai une autre question pour vous. En fait, j'en ai plein d'autres. Selon le temps qui va nous rester, on revient tout de suite.
Félicitations à Chantal Lapointe de Longueuil qui adore le golf et qui nous prédit une victoire du Canadien ce soir. Et elle ira jouer avec la personne de son choix une belle ronde de golf au club du lac Carling cet été. Merci beaucoup à tout le monde de vos prédictions. Si on y va au total, au nombre, là, le Canadien devrait gagner parce que c'est du 3-1, je dirais, en faveur du Canadien. Les gars, le Canadien affronte Shane Wright ce soir. J'étais avec Guillaume Lefrançois, Jérémy Rainville, Stéphane White. Wright a 38 points cette année. J'ai pas regardé son nombre de matchs joués. Slav a 38 points également, moins 4, 61 matchs joués. Logan Cooley, 47 points, plus 7, 57 parties jouées. Si c'était à refaire, Romuald qui voulait qu'on parle de Wright, puis 2022, le draft 2022, le Canadien sera-t-il meilleur avec Cooley, Wright ou Slavkovski? Moi, je vais garder Slav. Je vais garder Slav parce que j'ai l'impression qu'on est en train, lui-même est en train de se découvrir dans la Ligue nationale de hockey. Sincèrement, quand ce gars-là ouvre la machine, sincèrement, il n'y a pas grand-chose qui peut l'arrêter. Je trouve qu'il nous démontre des mains intéressantes, ce qu'on avait plus ou moins vu. Mais j'irais avec Slav juste à cause de son physique et son intensité. Quand la switch était on, c'est tout un joueur. Mais maintenant, il faut que la switch soit on le plus souvent possible. Je suis tout à fait d'accord avec Jérémy. Merci Guillaume, t'es gentil, j'apprécie. Des 6 pieds 3, 220 livres, tu dois avoir le meilleur personnel de développement possible. Tu peux pas développer 6 pieds 3, 220 livres. Il a et des bons attaquants, des bons patineurs de cette grandeur-là, ben ça pousse pas dans les arbres. Alors, moi, ne serait-ce qu'à cause de ça, ça fait des années, on a passé des années à dire le Canadien est trop petit, le Canadien est trop petit, le Canadien est trop petit. Ben là, t'en as trouvé un qui est gros, puis qui est bon, puis qui est... Regarde, on n'a pas encore le produit fini. On est loin du produit fini. Il est loin des maturité, donc, mais dans quelques années. Ben c'est ça. Donc, tu sais, moi, je pense que ça, là, ça vaut son pesant. Alors, regardez la folie pour Rantanen qu'il y a eu dans les dernières semaines. Ben là, tu l'as, ce joueur-là. Dans tout ce fameux repêchage-là, il reste encore pour moi le meilleur de ce repêchage-là. Le meilleur joueur, tu viens qu'à regarder la première ronde. Le seul joueur qui a plus de points, c'est Cooley. Mais, puis, et pas de c'est un bon joueur, Cooley. C'est un bon joueur. Il est excellent. C'est un bon joueur. Mais Slav peut apporter d'autres choses de plus que Cooley, pas juste des points. Et je m'en vais dans une série parce que le Canadien, le but, c'est d'avoir un club bâti pour les séries dans les prochaines années. J'aime bien mieux aller dans une série avec Slav que Cooley. Puis ça, j'enlève rien à Cooley. Mais Slav, il est bâti pour aller dans les séries. Et puis, c'est encore pour moi le meilleur choix que le Canadien a fait. Oui, je suis d'accord avec Stéphane. Puis au repêchage, on le vivait ensemble avec Martin Dany. C'était aussi mon choix à cette époque-là, bien qu'on le connaissait quand même peu. Là, on a quand même beaucoup de matière à se mettre sous la dent pour analyser son jeu. On aura le temps d'en reparler en masse et en mars, pourquoi pas, mais d'ici la fin de la saison. Mais vite de même, là, le Canadien cet été, devrait-il cibler Mitch Marner, qui n'est pas un centre, qui est un ailier droit? S'il devient disponible, là, aimez-vous mieux un Sam Bennett ou un Mitch Marner? Moi, je pense que Sam Bennett est surévalué. C'est pas un gros producteur de points. C'est un des rares gars dans les moins chez les Panthers de la Floride. Je comprends pas, mais ça c'est dit, je le prendrais dans mon club. Mais si je n'avais un, vous autres, avez-vous... Sam Bennett est un centre, cependant. Et ça peut combler un gros trou de ce côté-là. C'est ça, exact. Moi, c'est plus... peu importe. J'irai avec Bennett? J'irai avec un centre, en fait, avant d'aller après Mitch Marner. À l'aile, tu vas déjà avoir Caulfield, Slavkovski, Demidov s'en vient. Marner est excellent. Je veux dire, c'est un des super attaquants de la Ligue nationale. Mais si tu amènes Marner et que tu n'as pas de joueur de centre avec qui le faire jouer puis que tu dois le faire jouer avec Alex Newhook, ben c'est comme si tu avais une Ferrari puis que tu mets des pneus que tu as achetés à rabais. Là. J'ai envie de dévier la question pour Steph, puis prononce-toi sur la première aussi, mais si t'es Toronto, tu gardes Marner puis Tavares? Ça va être une grosse décision à prendre. Moi Marner, là, si je suis Toronto, ça dépend encore une fois quelle sorte de série qu'il va y avoir cette année. C'est une grosse année. Ça fait 3 ans qu'on dit ça à Toronto. Là, c'est une année il y en a d'autres aussi à regarder à Toronto. Oui. Il n'y a pas juste Marner. Il faut que tu le regardes lui, premièrement. Il faut que tu le regardes lui. Et puis, il va coûter plus que 11 millions. On parle de 13 millions. Pas sûr. OK, moi, c'est Tavares. Si jamais Tavares est disponible, as-tu besoin d'un joueur de centre, deuxième trio, pour faire la job? Ben, c'est sûr. En attendant que tu en développes un autre... de lui, une photo avec un pyjama du Canadien, ça va être correct. En attendant, c'est vrai. En attendant, ben oui, à son âge. Crosby aussi, je le prendrais. En attendant. Pourquoi pas? Merci, Jérémy. Merci, Guillaume. Merci Steph. Mario. Martin, Dany nous attendent au retour de la pause. Merci tout le monde.